Ah, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien là au rendez-vous pour cette dernière partie de voyage. Ensemble, en tous les cas, puisque nous arrivons au bout de nos 3 heures de lecture avec Gustave Flaubert qui nous emmène dans son univers très intime alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années, 21 ans plus précisément, et il nous raconte sa première fois avec une fille de joie, ses pensées les plus profondes, ses plus intimes, ses moments les plus nostalgiques de sa jeunesse, alors qu'il n'a que 21 ans. Voilà, donc nous avons commencé cette lecture avec beaucoup d'enthousiasme. Moi, je prends beaucoup de plaisir à découvrir ce récit que je ne connaissais pas de Gustave Flaubert. J'ai beaucoup aussi de nostalgie à le lire, puisque c'était ma première émission en octobre, il y a déjà 4 ans. J'interviens sur cette émission pour vous emmener en voyage avec moi au cœur de ces romans magnifiques. Et voilà, je suis ravie de faire cette rentrée avec vous. Là, c'est la dernière ligne droite avant un prochain voyage. Évidemment, je reviendrai sur ce canapé vous faire la lecture avec un autre auteur et une autre histoire. En attendant, bien écoutez, on se retrouvera à la fin de cette émission. On poursuit ce récit. Si vous avez loupé les parties précédentes de lecture, vous savez que vous avez toujours à disposition les replays qui sont sur le site de D8, www.d8.tv, dans la rubrique divertissement, voyage au bout de la nuit. N'oubliez pas le hashtag VBN sur lequel vous pouvez réagir à n'importe quel moment de la soirée, de la nuit. Je vous dis à tout à l'heure. Soyez bien attentifs à la suite de ce roman. Alors, ne sachant que faire, ne voulant pas l'éveiller, car j'éprouvais un étrange plaisir à la voir dormir, je me mis doucement toutes les violettes sur la gorge de Marie, et bientôt elle en fut toute couverte de ces belles petites fleurs fanées sur lesquelles elle dormait et la symbolisait à mon esprit. Comme elle, en effet, malgré leur fraîcheur enlevée, à cause de cela peut-être, elle m'envoyait un parfum plus âcre, plus irritant. Le malheur qui avait dû passer et la rendait plus belle de l'amertume que sa bouche conservait. Même en dormant, belle des 2 rides qu'elle avait derrière le cou, les joues, sans doute, elle cachait sous ses cheveux à voir cette femme si triste dans la volupté et dont les étreintes même avaient une joie lugubre et devinaient 1000 passions terribles qu'il avait dû sillonner comme la foudre avait dû en juger par les traces restées. Et puis sa vie devait me faire plaisir à entendre raconter, moi qui cherchais dans l'existence humaine le côté sonore et vibrant, le monde des grandes passions et des belles larmes. À ce moment-là, elle s'éveilla, toutes les violettes tombèrent, elle sourit, les yeux encore à demi fermés, et en même temps qu'elle s'étendait les bras autour de mon cou, elle m'embrassait d'un long baiser du matin, un baiser de colombe qui s'éveille. Et quand je l'ai priée de me raconter son histoire, elle me dit « À toi, je le peux bien ». Les autres mentiraient et commenceraient par te dire qu'elles n'ont pas toujours été celles qu'elles sont. Elles te feraient des contes sur leur famille et sur leurs amours, mais je ne veux pas te tromper, ni me faire passer pour une princesse. Écoute, tu vas voir si j'ai été heureuse. Sais-tu que souvent j'ai eu envie de me tuer? Une fois, on est arrivé dans ma chambre et j'étais à moitié asphyxiée. Oh, je n'avais pas peur de l'enfer. Il y avait longtemps que ça serait fait. J'ai aussi peur de mourir, mais à ce moment-là, à passer mes frais. Et pourtant, j'ai envie d'être morte, me dit-elle. Je suis de la campagne. Mon père était fermier. Et jusqu'à ma première communion, on m'envoyait tous les matins garder les vaches dans les champs. Toute la journée, je restais seule, je m'asseyais au bord d'un fossé à dormir, ou bien j'allais dans le bois dénicher des nids, je montais aux arbres comme un garçon. Mes habits étaient toujours déchirés, souvent on m'a battue pour avoir volé des pommes ou laissé aller les bestiaux chez les voisins. Et quand c'était la moisson, que le soir venu on dansait en rond dans la cour,
j'entendais chanter des chansons où il y avait des choses que je ne comprenais pas. Les garçons embrassaient les filles, on riait aux éclats. Cela m'attristait et cela me faisait rêver. Quelquefois sur la route, en me retournant à la maison, je demandais à monter dans une voiture de foin comme l'homme me prenait avec lui-même et me plaçait sur les bottes de luzerne. Croirais-tu que je finis par goûter un indicible plaisir à me sentir soulevée de terre par des mains fortes et robustes d'un gars solide qui avait la figure brûlée par le soleil et la poitrine tout en sueur? D'ordinaire, ses bras étaient retroussés jusqu'aux aisselles. J'aimais à toucher ses muscles qui faisaient des bosses et des creux et à chaque mouvement de sa main, à me faire embrasser par lui, par me faire sentir râper la joue avec sa barbe. Et au bas de la prairie où j'allais tous les jours, il y avait un petit ruisseau entre deux rangées de peupliers au bord duquel toutes sortes de fleurs poussaient. J'en faisais de petits bouquets, des couronnes de fleurs, des chênes. Et avec les grains de sorbier, je me faisais des colliers. Cela devint une manie, j'en avais toujours dans mon tablier plein. Et mon père me grondait et me disait que je ne serais jamais qu'une coquette. Et dans ma chambre, j'en avais mis aussi. Quelquefois, cette quantité d'odeur-là m'enivrait et je m'assoupissais, étourdie, mais jouissant de ce malaise. L'odeur du foin coupé, par exemple, du foin chaud et fermenté, m'a toujours semblé délicieuse, si bien que les dimanches, je m'enfermais dans la grange et y passant toute mon après-midi à regarder les araignées filer leur toile au sommier et à entendre les mouches bourdonner. Je vivais comme une fainéante, mais je devenais une belle fille. J'étais toute pleine de santé. Souvent, une espèce de folie me prenait, je courais jusqu'à tomber ou bien chanter à tue-tête, où je parlais seule, longtemps. D'étranges désirs me possédaient. Je regardais toujours les pigeons sur leur colombier qui se faisaient l'amour. Quelques-uns venaient jusque sous ma fenêtre s'ébattre au soleil et se jouaient dans la vigne. Alors la nuit, j'entendais encore les battements de leurs ailes et leurs roucoulements. Ils me semblaient si doux, si suaves. Je savourais, j'aurais voulu être un pigeon comme eux, me tordre ainsi le cou comme ils le faisaient pour s'embrasser. Que disaient-ils donc? Pensais-je, ils ont l'air si heureux. Et je me rappelais aussi de quels airs superbes j'avais vu courir le chevaux après les juments et comment leurs naseaux étaient couverts. Et je me rappelais de leur joie qui faisait frissonner la laine des brebis aux approches du bélier et les murmures des abeilles quand elles se suspendent en grappe aux arbres des vergers dans l'étable. Et souvent, il me glissait entre les animaux pour sentir l'émanation de leurs membres, la vapeur de la vie, et j'aspirais à pleine poitrine pour contempler furtivement leur nudité, où le vertige attirait toujours mes yeux troublés. Et d'autres fois, au détour d'un bois, au crépuscule surtout, des arbres eux-mêmes prenaient des formes singulières. C'était tantôt des bras qui s'élevaient vers le ciel, ou bien le tronc qui se tordait comme un corps sous les coups du vent. Et la nuit, quand je m'éveillais, et qu'il y avait la lune, des nuages, que je voyais dans le ciel, des choses qui m'épouvantaient et qui me faisaient envie, je me souviens qu'une fois, la veille de Noël, j'ai vu une grande femme nue, debout, avec les yeux qui roulaient, et elle avait bien 100 pieds de haut. Mais elle alla, songeant toujours en s'amincissant, et finit par se couper. Chaque membre resta séparé, la tête s'envola à la première, tout le reste s'agitait encore. Ou bien je rêvais. À 10 ans déjà, j'avais des nuits fiévreuses, des nuits pleines de luxure. N'était-ce pas la luxure qui brillait dans mes yeux, coulait dans mon sang, me faisait bondir le cœur au frôlement de mes membres entre eux? Elle chantait éternellement dans mon oreille des cantiques de volupté. Dans mes visions, les chairs brillaient comme de l'or, des formes inconnues me ruinaient comme du vif argent répandu. À l'église, je regardais l'homme nu étalé sur sa croix. Je redressais sa tête,
Je remplissais ses flancs, je colorais tous ses membres, je levais ses paupières. Je me faisais devant moi un homme beau, avec un regard de feu. Et je détachais de sa croix, je le faisais descendre vers moi sur l'autel, l'encens l'entourait. Il s'avançait dans la fumée et de sensuels frémissements me parcouraient sur la peau. Quand un homme me parlait, j'examinais son œil et le jet qui en sort. J'aimais surtout ceux dont les paupières remuent toujours, qui cachent leurs prunelles et qui les montrent, mouvements semblables au battement d'ailes, à un papillon de nuit à travers leurs vêtements. Et je tâchais de surprendre le secret de leur sexe. Et là, dessus, eh bien, j'interrogeais mes jeunes amis. J'épiais les baisers de mon père et de ma mère, et la nuit, le bruit de leur couche. À 12 ans, je fis ma première communion. On m'avait fait venir de la ville une belle robe blanche. Nous avons toutes des belles ceintures bleues. J'avais voulu qu'on me vît les cheveux en papillotes comme une dame. Et avant de partir, je me regardais dans la glace. J'étais belle, comme un amour. Je fus presque amoureuse de moi. J'aurais voulu pouvoir l'être même. C'était aux environs de la fête de Dieu. Les bonnes sœurs, elles, avaient rempli l'église de fleurs. On embaumait moi-même depuis 3 jours. J'avais travaillé avec les autres pour orner le jasmin, de petites tables sur lesquelles on prononce des vœux. L'autel était couvert d'hyacinthes et les marches du chœur étaient couvertes de tapis. Nous avions toutes des gants blancs et un cierge dans la main. J'étais bien heureuse. Je me sentais faite pour cela. Pendant toute la messe, je remuais les pieds sur le tapis car il n'y avait pas chez mon père et j'aurais voulu me coucher dessus avec ma belle robe et demeurer toute seule dans l'église au milieu des cierges allumés. Mon cœur battait d'une espérance nouvelle et j'attendais l'hostie avec anxiété et j'avais entendu dire que la première communion changeait et je croyais que le sacrement passé de tous mes désirs serait calmé. Mais non. Assise à ma place, je me retrouvais dans ma fournaise. J'avais remarqué que l'on m'avait regardée en allant vers le prêtre et qu'on m'avait admirée. Et je me rengorgeais, je me trouvais belle, je m'enguerrissant vaguement de tous les délices cachés en moi que je n'ignorais moi-même. À la sortie de la messe, nous défilâmes, toutes en rang, dans le cimetière. Les parents et les curieux étaient des 2 côtés, dans l'herbe, pour nous voir passer. Et je marchais la première. J'étais la plus grande. Pendant le dîner, je ne mangeais presque pas. J'avais le cœur tout oppressé. Ma mère, qui avait pleuré pendant l'office, avait encore ses yeux rouges. Et quelques voisins vinrent pour me féliciter, m'embrassèrent avec effusion. Leurs caresses me répugnaient. Le soir, aux vêpres, il y avait encore du monde que le matin, et en face de nous, on avait disposé les garçons et ils nous avaient regardés avidement, moi surtout. Mais lorsque j'avais les yeux baissés, je sentais encore leur regard. On les avait frisés, ils étaient en toilette comme nous, et comme après avoir chanté le premier couplet d'un cantique, ils reprenaient à leur tour leur voix qui me soulevait l'âme, et quand elle s'éteignait, ma jouissance expirait avec elle. Et puis s'élançait de nouveau, comme elle recommençait, je prononçais le vœu, et tout ce que je me rappelle, c'est que je parlais de robe blanche et d'innocence. Et Marie s'arrêta ici, perdue sans doute dans les mouvements souvenirs par lesquels elle avait peur d'être vaincue. Puis elle reprit en rignant d'une manière désespérée. Ah, la robe blanche! Il y a longtemps qu'elle est usée. Et l'innocence avec elle. Où sont les autres maintenant? Il y en a qui sont mortes, d'autres qui sont mariées, qui ont des enfants sûrement. Je n'en vois plus aucune, je ne connais personne. Tous les jours de l'an encore, je veux écrire à ma mère, mais je n'ose pas. Et puis, c'est bête tous ces sentiments-là. Se raidissant contre son émotion, elle continua. Le lendemain, qui était encore un jour de fête, un camarade vint jouer avec moi. Et ma mère me dit, maintenant que tu es une grande fille, tu ne devrais plus aller avec les garçons. Et elle nous sépara.
Il ne m'en fallut pas plus pour me rendre amoureuse de celui-là, et je le cherchai et je lui fis la cour. Et j'avais envie de m'enfuir, avec lui de mon pays. Il devait m'épouser quand je serai grande. Je l'appellerai mon mari, mon amant. Il n'osait pas, et un jour que nous étions seuls, que nous revenions ensemble du bois où nous avions été cueillir des fraises, en passant près d'un mulon, je me ruai sur lui et le couvrant de tout mon corps, en l'embrassant sur la bouche, je me mis à crier « Aime-moi donc, marions-nous, marions-nous !» Et il se dégagea de moi et s'enfuit. Depuis ce temps-là, je m'écartais de tout le monde et ne sortis plus de la ferme. Je vivais solitairement dans mes désirs comme d'autres dans leur jouissance. Disait-on d'un tel avait enlevé une fille et qu'on lui refusait. Je m'imaginais être sa maîtresse, fuir avec lui en croupe à travers champs, le serrer dans mes bras et l'on parlait d'une noce. Je me couchais vite dans le lit blanc, comme la mariée, tremblait de crainte et de volupté. Et j'enviais jusqu'au beuglement plaintif des vaches quand elles m'étaient bas. Et en rêvant à la cause, je jalousais leur douleur. À cette époque, mon père mourut, ma mère m'emmena à la ville avec elle, mon frère partit pour l'armée, où il est devenu capitaine, et j'avais 16 ans comme nous sommes partis de la maison. Je dis adieu pour toujours au bois, à la prairie, où était mon ruisseau. Adieu au portail de l'église, où j'avais passé de si bonnes heures à jouer au soleil. Adieu aussi à ma pauvre petite chambre. Je n'ai plus revu tout cela. Les grisettes du quartier qui redevinrent mes amis me montrèrent plus amoureux. Et j'allais avec elles en partie, je les regardais s'aimer. Je me rapaissais à loisir de ce spectacle. Tous les jours, c'était quelques nouveaux prétextes pour m'absenter de ma mère et s'en aperçut bien, et je m'en fis d'abord des reproches, puis finis par me laisser tranquille. Un jour, enfin, une vieille dame que je connaissais depuis quelque temps me proposa de faire ma fortune en me disant qu'elle m'avait trouvé un amant fort riche et que le lendemain soir, je n'avais qu'à sortir comme pour porter de l'ouvrage dans un faubourg et qu'elle m'y mènerait. Pendant 24 heures qui suivirent, je crus souvent que j'allais devenir folle à mesure que l'heure approchait. Le moment s'éloignait et je n'avais que ce mot-là en tête, un amant. Alors j'allais avoir un amant, j'allais être aimée, j'allais donc aimer. Et je mis d'abord mes souliers les plus minces, puis, m'apercevant que mon pied s'évasait dedans, je pris des bottines. Je m'arrangeai également mes cheveux de 100 manières, en torsade, puis en bandeau, en papillote, en natte, en chignon. Et à mesure que je me regardais dans la glace, je devenais plus belle, mais je ne l'étais pas assez. Mes habits étaient communs et j'en rougis de honte. Que n'était-ce une de ces femmes qui sont blanches au milieu de leur velours, toutes chargées de dentelles, sentant l'ambre et la rose avec la soie qui craque et les domestiques tout cousus d'or. Je maudis ma mère, ma vie passée. Je m'enfuis, poussée par toutes les tentations du diable, et d'avance les savourant toutes. Au détour d'une rue, un fiacre nous attendait. Nous montâmes dedans. 1 heure après, il nous arrêta à la grille du parc, où nous allons nous y promener quelque temps. Je m'aperçus que la vieille m'avait quittée, et je restais seule à marcher dans les allées. Les arbres étaient grands, tout couverts de feuilles. Les bandes de gazon entouraient des plates-bandes de fleurs. Je n'avais vu de si beau jardin, une rivière passer au milieu des pierres disposées, habillement, ça et là, former des cascades, des cygnes, jouer sur l'eau, et les ailes enflées se laissaient pousser par le courant. Je m'amusais aussi à voir la volière où des oiseaux de toutes sortes criaient, se balancer sur leurs anneaux, et je m'étalais sur leur queue panachée et passer les uns devant les autres. C'était un éblouissement.
2 statues de marbre blanc sur du perron se regardaient dans les poses charmantes. Le grand bassin d'en face était doré par le soleil couchant et donnait envie de s'y baigner. Je me pensais à l'amant inconnu qui demeurait là à chaque instant. Je m'attendais à le voir sortir de derrière un bouquet d'arbres, quelque homme beau, marchant fièrement comme un Apollon. Après le dîner, et quand le bruit du château que j'entendais depuis longtemps se fut apaisé, mon maître apparut. C'était un vieillard, tout blanc et maigre, serré dans des habits trop justes, avait une croix d'honneur sur son habit et des dessous de pied qui l'empêchaient de me remuer les genoux. Il avait un grand nez, des petits yeux verts qui avaient l'air méchants. Et il m'aborda en souriant. Il n'avait plus de dents. Et quand on sourit, il faut avoir une petite lèvre rose comme la tienne, avec une petite moustache ou debout, n'est-ce pas, cher ange? Et nous nous sommes assis, ensemble sur un banc. Il me prit la main, il me les trouva jolies, qu'il baisait chaque doigt. Il me dit que si je voulais être sa maîtresse, rester sage et demeurer avec lui, je serais bien riche. J'aurais des domestiques pour me servir. Et tous les jours, de belles choses. Je monterai à cheval, je me promènerai en voiture. Mais pour cela, disait-il, il fallait l'aimer. Et je lui promis que je l'aimerais. Et cependant, aucune de ces flammes intérieures qui naguère me brûlaient les entrailles à l'approche des hommes ne m'arrivait. À force d'être à côté de lui et de me dire intérieurement que c'était celui-là dont j'allais être la maîtresse, je finis par en avoir envie. Et quand il me dit de rentrer, que je me levai, et vivement, il était ravi, il tremblait de joie, le bonhomme. Et après avoir traversé un beau salon où les meubles étaient tout dorés, il me mena dans une chambre et voulut me déshabiller même. Il commença par ôter mon bonnet et voulant ensuite me déchausser. Et il eut du mal à se baisser. Il me dit « C'est que je suis vieux, mon enfant ». Il était à genoux, il me suppliait du regard. Il ajouta en joignant les 2 mains « Tu es si jolie ». J'avais peur de ce qui allait suivre. Et un énorme lit était là. Au fond de l'alcôve, il me traîna en criant. Je me sentis noyée dans les édredons et dans le matelas. Son corps pesait sur moi avec un horrible supplice. Ses lèvres molles me couvraient de baisers froids. De plafond de la chambre m'écrasaient. Comme il était heureux, comme il se pâmait. Tâchant à mon tour de trouver ses jouissances, j'excitais les siennes de ce qui le paraît, mais m'importait son plaisir à lui. C'était le mien qu'il fallait, c'était le mien que j'attendais, que j'aspirais, de sa bouche creuse, de ses membres débiles. J'en évoquais de tout ce vieillard en réunissant dans un effroyable effort tout ce que j'avais en moi de lubricité contenue. Je ne parvins qu'au dégoût dans ma première nuit de débauche. Et c'est la fin de ce voyage en novembre, en tout cas avec Gustave Flaubert et Marie-Lise d'Octobre. J'ai été ravie, vraiment ravie de cette reprise, de ce voyage. Alors, juste pour terminer, parce qu'il me reste une petite minute, je voulais vous raconter la fin de mon histoire par rapport à mon prénom. Eh bien, effectivement, enfin mon nom plutôt d'artiste que j'ai emprunté, Marie-Lise d'Octobre. J'ai tourné il y a quelques années, plus de 12 ans maintenant, avec un comédien qui s'appelle Tom Novembre. Alors s'il est là, s'il m'écoute, je l'embrasse bien fort parce que je l'ai beaucoup admiré, j'ai été très éblouie par sa prestance, par son charisme, par son jeu de comédien, par sa voix si rauque. Et à l'époque, j'avais encore mon prénom et mon nom civil et je commençais au théâtre. Et c'est vrai que j'ai été très influencée par cet acteur, ce grand comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Tom Novembre. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce prénom, Marie-Lise d'Octobre. Voilà, vous savez tout, enfin,
presque, hein, ce que je peux vous dire sur ma vie privée, ma vie d'artiste. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. J'espère vous revoir très vite sur les réseaux sociaux. Le hashtag VBN, Marie-Lise d'Octobre officiel et Voyage au bout de la nuit. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse tous bien fort.